Il y a des instants qui bousculent le cours d'une vie. Pas avec fracas, ni éclat, ni drame spectaculaire. Non. Juste un regard. Un regard posé au mauvais endroit, ou plutôt, au seul endroit où il fallait regarder ce jour-là. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous aimez les récits forts, imprévisibles, humains, vrais, alors pensez à vous abonner tout de suite. Parce que celle-ci, je vous le promets, va vous rester longtemps en mémoire. Paris, 8h45. Un mardi de janvier. L'air était sec, coupant, presque cruel. Sur les grandes avenues, les klaxons se mêlaient au roulement régulier des roues sur les pavés, aux talons pressés, aux soupirs de fatigue, aux vapeurs de café chaud qui s'échappaient des brasseries encore à moitié endormies. Et lui, Mathieu Delcourt, 33 ans, traversait ce tumulte comme un roi pressé. Costume 3 pièces, cravate soie marine, montre suisse au poignet, écouteurs discrets glissés dans les oreilles, il marchait vite, droit, sans jamais lever les yeux. Le genre d'homme qu'on respecte d'un regard, qu'on n'ose pas arrêter, qu'on imagine né pour réussir. Il sortait d'un immeuble haussmannien transformé en siège social, venait de signer un accord de plusieurs centaines de millions d'euros avec un fonds d'investissement, et s'apprêtait à monter dans sa berline noire, moteur déjà allumé. Mais en s'approchant, il la vit. D'abord du coin de l'œil. Puis, malgré lui, il tourna la tête. Une femme. Assise à même le sol, recroquevillée sous un manteau déchiré, le visage abîmé par le froid, les années, les rues. Elle tendait la main. Sans parler. Sans forcer. Comme si elle avait cessé d'y croire depuis longtemps. Il y avait dans ses yeux quelque chose. Quelque chose d'indéfinissable. Une douceur éteinte. Une souffrance muette. Et puis, surtout, une familiarité troublante. Mathieu aurait dû passer son chemin. Il l'avait toujours fait. Il n'avait ni le temps, ni l'émotion facile. Son passé, il l'avait enfermé à double tour. Abandonné à l'âge de 3 ans dans un foyer lillois, il n'avait jamais su qui était sa mère, ni pourquoi elle l'avait laissé. Il n'en parlait jamais. Pas même à ses amis. Encore moins à ses investisseurs. Mais là, il y avait ce détail. Cette sensation, étrange, glaciale, presque surnaturelle. La femme leva lentement les yeux vers lui. Et à cet instant, le monde sembla suspendre son souffle. Elle murmura, d'une voix rauque, fatiguée, presque inaudible, « Lia ». Le sang de Mathieu se glaça. Il recula d'un pas. Comment pouvait-elle savoir? Lia, c'était le seul indice qu'il avait gardé de sa mère. Un prénom, ou peut-être juste un mot. Cousu sur un vieux bracelet en tissu qu'on avait retrouvé à son poignet quand il avait été placé. Il le gardait chez lui, dans un tiroir, comme une relique. Personne, absolument personne, ne connaissait ce nom. Il resta là, figé, incapable de parler. La femme baissa les yeux, comme si elle avait honte d'avoir parlé. Elle se remit à trembler, et serra ses bras autour d'elle. Ce soir-là, dans son immense loft du Marais, tout en baie vitrée, pierre blanche, mobilier de designer, Mathieu ne parvint pas à se concentrer. Il avait rendez-vous avec 2 investisseurs américains, un dîner prévu à la Maison Blanche de Saint-Ouen, et une réunion matinale le lendemain. Mais rien n'y faisait. L'image de cette femme le hantait. Alors il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il fouilla. Il appela son assistant, demanda à voir les images des caméras de la rue, chercha à retrouver l'endroit exact où elle était assise. Le lendemain matin, il y retourna. Elle était là. Il s'approcha. Doucement. Elle le regarda, surprise. Il lui tendit un billet de 20 euros. Elle hésita. Il insista. Puis, sur un coup de tête, il lui proposa un café. « Je ne veux pas déranger, dit-il. Juste discuter un peu. » Elle le fixa. Longtemps. Puis accepta. Ils s'installèrent dans un petit bistrot à 2 rues de là. Banquette en velours rouge, carrelage ancien, serveuse fatiguée mais polie. La femme commandait à peine. Elle tremblait en tenant sa tasse. Son visage, malgré la saleté, la fatigue, portait des traces d'une beauté passée. Ses mains, fines, trahissaient une ancienne élégance. Mais ses yeux portaient l'ombre de quelque chose d'énorme, de perdu, de brisé. Elle s'appelait bien Lia, dit-elle. Mais ce n'était qu'un des noms qu'on lui avait donnés. Elle n'avait plus de papier. Plus de souvenirs clairs. Juste des flashs.
Des douleurs. Des morceaux de vie sans ordre, sans chronologie. Mathieu, de plus en plus troublé, se lança. Il lui raconta, sans entrer dans les détails, qu'il avait été placé, très jeune, abandonné dans un foyer, et qu'on lui avait retrouvé un bracelet brodé du prénom Lia. Elle pâlit, lâcha sa tasse, qui trembla sur la table. Elle murmura, « j'ai eu un enfant. On me l'a pris. Je ne sais pas quand, ni comment. Je me suis réveillée dans un endroit, un hôpital, je crois. Je criais, mais ils m'ont fait taire. Après, plus rien. » Son récit, haché, confus, sonnait pourtant terriblement vrai. Mathieu, lui, sentait quelque chose se briser en lui. Un mur. Une barrière qu'il croyait infranchissable. Et alors, sans détour, il dit, « Je veux faire un test ADN. Pour savoir. Pour comprendre. » Elle ne répondit pas. Mais elle hocha lentement la tête. Le lendemain, ils se rendirent dans un laboratoire privé. 2 échantillons. Quelques minutes. Puis, une semaine d'attente. 7 jours à douter. À se réveiller en sursaut. À regarder la porte de sa chambre, en se demandant s'il allait l'ouvrir un jour sur sa mère. Et au bout de cette semaine, le résultat tomba. Compatibilité génétique, 99,9%. C'était elle. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette vérité allait faire ressurgir une douleur bien plus profonde, bien plus ancienne, que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et c'est là que tout a basculé. Souhaitez-vous la suite? Mais avant cela, pensez à vous abonner. Car cette histoire, aussi incroyable soit-elle, n'en est qu'à son commencement. Compatibilité génétique, 99,9%. C'était écrit noir sur blanc, sur une simple feuille, tenue dans les mains tremblantes de Mathieu. Aucun doute possible. Cette femme, cet inconnu rencontré par hasard sur un trottoir parisien, était sa mère. Il aurait dû être submergé par la joie, ressentir une explosion de bonheur, de soulagement, d'apaisement. Mais non. Il se sentit vidé, silencieux, inquiet, même. Car quelque chose n'allait pas. Depuis qu'il lui avait annoncé la nouvelle, Lia n'avait pas souri. Elle n'avait pas sauté dans ses bras, ni pleuré de joie. Elle avait simplement baissé les yeux, longuement, en silence. Comme si une douleur sourde, enfouie, vieille de plusieurs décennies, s'était réveillée d'un seul coup. « Je ne sais pas si je mérite de te retrouver », murmura-t-elle. Mathieu la regarda, surpris. « Tu es ma mère. C'est tout ce qui compte. » Mais elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes. « Tu ne sais pas tout. » Dans les jours qui suivirent, Mathieu fit ce qu'il savait faire de mieux. Il agit. Il installa Lia dans une chambre d'amis chez lui. Il lui acheta des vêtements neufs, fit venir un médecin, un psychologue. Il voulut qu'elle soit bien, qu'elle manque de rien. Mais surtout, il voulait comprendre. Alors il se mit à chercher, à fouiller, à reconstituer ce passé qu'on lui avait volé. Il engagea un détective privé, spécialisé dans les dossiers d'abandon anciens. Il se rendit à Lille, dans les archives du foyer où il avait été placé à l'âge de 3 ans. Il retrouva son dossier, jauni, incomplet, mais dans un coin, une phrase soulignée attira son attention. Enfant déclaré né sous X, mère hospitalisée d'office quelques semaines après la naissance. Le cœur de Mathieu se serra. Pourquoi? Par qui? Comment une femme pouvait-elle perdre son enfant sans n'avoir jamais été jugée, ni entendue? Il fouilla plus loin. Et là, il comprit. La vérité, brutale, effroyable. Lia, de son vrai prénom Lydia, était issue d'une famille bourgeoise du Nord. Un père autoritaire, une mère distante, une éducation stricte, froide, presque militaire. À 22 ans, elle était tombée amoureuse d'un homme simple, doux, ouvrier dans une usine textile. Il s'appelait Yacine, il était d'origine algérienne. Et pour ses parents, c'était inacceptable. Une honte. Quand ils découvrirent qu'elle était enceinte, ils l'avaient enfermée chez une tante, à l'abri des regards. Puis, sans son consentement, sans même l'informer, ils firent disparaître l'enfant à la naissance. Et pour faire taire toute rébellion, toute douleur, toute tentative de retrouver son fils, ils la firent interner, pour troubles mentaux graves. Elle passa plus de 6 mois dans un hôpital psychiatrique, sous sédation. À sa sortie,
Elle était brisée. Sans papier, sans ressources, sans repères. Elle chercha. Bien sûr qu'elle chercha. Mais sans nom, sans acte de naissance, sans aide, tout était flou. Alors elle dériva. Lentement. De ville en ville. De foyer en foyer. Jusqu'à finir dans la rue, sans plus aucune force pour se battre. Quand Mathieu lui raconta ce qu'il avait découvert, elle resta de longues minutes sans parler. Puis, dans un souffle, elle murmura. Je me souvenais de lui, de Yacine, de ses mains, de ses chansons. Mais après, tout est devenu noir. Et là, pour la première fois, elle le regarda vraiment dans les yeux. « Tu m'en veux » demanda-t-elle. Il sentit ses larmes monter, mais il les retint. « Non, maman. Je t'aime. Même si on a perdu 30 ans, il nous reste le reste. » Elle se mit à pleurer. En silence. Mais cette fois, c'était différent. Pas des larmes de douleur. Des larmes de soulagement. À partir de ce jour-là, Mathieu changea. L'homme d'affaires froid, rigoureux, intransigeant, mit sa carrière en pause. Il délégua la direction de son entreprise, refusa un partenariat avec un fonds américain et annonça à la presse qu'il se consacrait désormais à un projet personnel. Ce projet, c'était sa mère et la mémoire des oubliés. Il lança une fondation, l'IA, en hommage au prénom brodé sur ce petit bracelet qu'il avait gardé toute sa vie sans en connaître l'origine. La fondation avait un but simple, mais immense. Retrouver les liens perdus. Identifier les SDF, les personnes disparues, les enfants placés, les mères oubliées. Les réunir. Les reconnecter à leur histoire. Des centaines de bénévoles le rejoignirent. Des témoignages affluèrent de toute la France. Elia, elle, devint une figure discrète mais inspirante. Elle apprit à revivre. Elle riait à nouveau. Elle cuisinait parfois. Elle chantait même, le soir, sur le balcon, des berceuses en arabe que Yacine lui avait apprises. Des chansons que Mathieu, inconsciemment, croyait avoir entendues dans ses rêves d'enfant. Un jour, en parcourant un vieux marché aux livres, Mathieu trouva un cahier usé, vierge. Il le tendit à sa mère. « Tu veux écrire ? Tes souvenirs, ton histoire ?» Elle hésita, puis sourit. Et chaque matin, elle écrivait. Page après page, elle reconstruisait sa mémoire. Ce cahier devint un livre. À la recherche de Lia. Le récit bouleversant d'une mère perdue, retrouvée. Un succès inattendu. Adapté au théâtre. Puis en mini-série. Mais pour Mathieu, le plus beau moment n'eut lieu ni à la télévision, ni dans les librairies. Il eut lieu un dimanche, au bord de la mer, à Étretat. Ils marchaient tous les deux, côte à côte. Le vent soufflait fort, les falaises semblaient défier le ciel. Elia, soudain, s'arrêta, lui prit la main, et dit « Tu m'as rendu la vie. » « Et toi, dit-il, tu m'as rendu mon histoire. Si cette histoire vous a touché, bouleversé, ému, si vous croyez que certaines blessures peuvent guérir, même après des décennies, si vous pensez que l'amour filial, même brisé, peut renaître, alors abonnez-vous maintenant. Pas simplement pour entendre d'autres récits, mais pour faire partie de ceux qui croient encore aux retrouvailles, aux secondes chances, aux miracles ordinaires. Car ce n'est pas juste une histoire. C'est un rappel. Un cri doux, mais puissant. Il n'est jamais trop tard pour aimer.